Chapitre 1. Les émotions mènent le spectacle. Pourquoi le quotient émotionnel, QE, est plus important que le QI? Pensez à la dernière fois où vous êtes entré dans une pièce où vous ne connaissiez personne. Il s'agissait peut-être d'un événement professionnel, d'une activité de réseautage ou même d'une réunion de famille avec des parents éloignés que vous n'avez pas vus depuis des années. Avant même qu'un seul mot ne soit prononcé, quelque chose s'est produit, n'est-ce pas? On pouvait sentir l'atmosphère. Peut-être qu'il était chaleureux et ouvert, avec un langage corporel détendu et des sourires faciles. Ou peut-être y avait-il de la tension dans l'air, des postures raides, des regards hésitants, une énergie qui vous donnait l'impression de marcher sur des œufs. Sans effort conscient, votre cerveau a scanné la pièce. Il a capté des signaux subtils, des changements de posture, des micro-expressions sur les visages, le courant émotionnel circulant entre les gens. En quelques secondes, vous avez formé une opinion sur qui était à l'aise, qui était anxieux, qui avait le pouvoir et qui était ignoré. Ce n'est pas un sixième sens ou une capacité mystique. C'est votre intelligence émotionnelle en action, le super pouvoir invisible que vous utilisez toute votre vie, souvent sans vous en rendre compte. Et voici la partie que la plupart des gens négligent. Cette capacité, ce radar interne, non seulement vous aide à lire les autres, mais il influence également la façon dont ils vous lisent. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, que vous engagez une conversation ou que vous réagissez à une situation difficile, vos émotions parlent avant même que vous n'ouvriez la bouche. Ils se transmettent par vos expressions faciales, votre façon de bouger, le ton de votre voix et même les pauses entre vos mots. Bien avant que la logique ait la possibilité d'intervenir, les émotions ont déjà encadré l'interaction. Le mythe de la logique pure. Pourquoi les gens intelligents échouent? Pendant des années, on nous a dit que l'intelligence et le talent étaient les meilleurs prédicteurs de réussite. Obtenez le bon diplôme, apprenez les bonnes compétences, travaillez plus dur que tout le monde et vous prospérerez. Sauf que nous connaissons tous des gens brillants qui ne savent pas tenir une conversation, des diplômés de haut niveau qui s'effondrent sous la pression, des experts qui savent tout sur leur domaine mais qui irritent constamment les autres, des dirigeants dont les équipes leur résistent en silence, des professionnels qui ne peuvent s'empêcher de s'auto-saboter. La pièce manquante est l'intelligence émotionnelle. Le QI peut vous aider à résoudre des problèmes sur papier, mais le QE détermine si vous pouvez gérer le stress, développer votre confiance et persuader les autres de voir votre vision. Le talent peut vous ouvrir les portes, mais votre intelligence émotionnelle détermine si les gens veulent réellement travailler avec vous une fois que vous êtes entré. La vérité dérangeante est la suivante. Votre réussite au travail, dans vos relations et même votre bonheur personnel dépendent bien plus de la façon dont vous gérez vos émotions, les vôtres et celles des autres, que de vos connaissances. Le système d'exploitation émotionnelle qui dirige votre vie. En ce moment, à chaque instant de votre vie, les émotions façonnent votre comportement. Ils déterminent la manière dont vous réagissez aux critiques, la manière dont vous interprétez le silence dans une conversation, la confiance que vous ressentez lorsque vous entrez dans une réunion et votre résilience après un échec. Et tout cela arrive plus vite que vous ne le pensez. Les neuroscientifiques ont découvert que votre cerveau émotionnel réagit aux événements en quelques millisecondes, bien plus rapidement que votre cerveau rationnel ne peut les traiter. Avant que vous ayez eu le temps de penser, ce n'est pas grave, votre circuit émotionnel a déjà déclenché des réactions physiologiques. Un serrement d'estomac, un rythme cardiaque accéléré, une respiration altérée. La plupart des gens n'apprennent jamais à interrompre ce processus. Ils vivent à la merci d'impulsions émotionnelles qu'ils ne comprennent pas, interprétant leurs réactions comme « c'est juste comme ça que je suis ». Mais voici la vérité. Les émotions ne sont pas aléatoires. Ils suivent des schémas, et ces schémas, s'ils ne sont pas examinés, écrivent silencieusement le scénario de votre vie. Si vous avez appris en tant qu'enfant qu'exprimer vos besoins conduisait à la punition ou à l'ignorance, vous évitez peut-être encore de vous exprimer aujourd'hui. Si vous avez vécu un rejet ou une trahison,
votre cerveau peut encore interpréter des commentaires innocents comme une attaque personnelle. Si vous avez grandi dans le chaos, votre système nerveux peut être prédisposé à rechercher des menaces, même dans des situations calmes. Sans conscience, ces schémas vous contrôlent. Avec conscience, vous pouvez les réécrire. Le coût d'une faible intelligence émotionnelle. Soyons douloureusement honnêtes un instant. Pensez aux opportunités que vous avez manquées, non pas parce que vous manquiez d'intelligence, mais parce que vous ne saviez pas gérer vos émotions. Cet entretien d'embauche où vous êtes resté figé sous la pression. Cette conversation difficile que vous avez évitée jusqu'à ce que la relation se brise. Ce conflit où vous avez perdu votre sang-froid et endommagé votre crédibilité. Cette opportunité où vous avez hésité, paralysé par la peur du rejet. Ces moments se produisent rarement parce que vous manquez de compétences. Ils se produisent parce que vous manquez d'agilité émotionnelle, la capacité de rester calme, de traiter vos sentiments et de réagir intentionnellement plutôt que de réagir de manière impulsive. Et ce ne sont pas seulement les crises évidentes qui sont importantes pour le C. Une faible intelligence émotionnelle façonne votre vie de manière subtile chaque jour. Interpréter le silence de quelqu'un comme une désapprobation et devenir insécurisé. Prendre les commentaires constructifs personnellement et devenir défensif ou se retirer complètement. Supposer que la mauvaise humeur de quelqu'un est de votre faute et modifier votre comportement pour y remédier. Repasser des conversations gênantes dans votre esprit pendant des jours, en vous demandant ce que vous auriez dû dire. Ce sont tous des symptômes d'une mauvaise conscience et régulation émotionnelle. Vivre à la merci de ses émotions au lieu de travailler avec elles. Le super pouvoir invisible d'un QE élevé. Maintenant, changeons le script. Imaginez pouvoir rester calme dans des situations de forte pression. Pensez clairement pendant que les autres paniquent. Lire les émotions que les autres ne peuvent pas exprimer. Ajustez votre approche sans effort. Gérez les critiques sans les prendre personnellement, en les considérant comme des données et non comme une attaque. Désamorcer les conflits en abordant les émotions sous-jacentes, pas seulement les mots. Construire des relations où les gens se sentent compris, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Inspirer confiance et loyauté, non pas parce que vous l'exigez, mais parce que les gens sentent qu'ils peuvent se détendre et être eux-mêmes en votre présence. C'est le pouvoir de l'intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas d'être sentimental ou de réprimer ses émotions pour paraître poli. Il s'agit de vous connaître si bien que vous choisissez vos réponses et de comprendre les autres si bien que vous vous adaptez naturellement pour les rencontrer là où ils se trouvent. C'est un leadership sans intimidation, une influence sans manipulation, une confiance sans arrogance. Pourquoi l'intelligence émotionnelle est une compétence qui peut être apprise? Voici la bonne nouvelle. Contrairement au QI, qui stagne tôt dans la vie, l'intelligence émotionnelle peut être améliorée à tout âge. Votre cerveau est câblé pour le changement, un concept appelé neuroplasticité. Avec de la pratique, vous pouvez reprogrammer d'anciens schémas émotionnels, développer une plus grande conscience de soi, améliorer votre capacité à faire une pause avant de réagir, affiner votre radar d'empathie et maîtriser l'art d'influencer les autres sans force. Plus vous pratiquez ces compétences, plus elles deviendront faciles, jusqu'à devenir une seconde nature. L'avantage de l'intelligence émotionnelle, soutenue par la science. Des études montrent systématiquement que les personnes dotées d'un QI élevé gagnent plus d'argent, en moyenne 29 000 $ de plus par an, ont des relations plus solides et plus satisfaisantes, connaissent des niveaux de stress plus faibles, naviguent mieux dans la politique du lieu de travail, sont considérés comme des leaders plus dignes de confiance, gèrent mieux les critiques et les commentaires et se remettent plus rapidement des revers. En d'autres termes, développer l'intelligence émotionnelle améliore non seulement votre vie émotionnelle, mais a également un impact direct sur votre carrière, vos revenus et votre réussite à long terme. Votre point de départ. Un défi simple. À ce stade, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à laisser vos émotions vous contrôler, en réagissant comme vous l'avez toujours fait, en espérant de meilleurs résultats. Ou vous pouvez décider de devenir l'architecte de votre monde émotionnel.
Commencez lentement. Pendant les 24 prochaines heures, pratiquez ceci. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, frustration, anxiété, attitude défensive, faites une pause. Ne le réprimez pas, n'agissez pas immédiatement. Faites une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens exactement ? Qu'est-ce qui a déclenché ce sentiment ? Cette réaction est-elle utile ou s'agit-il d'un vieux schéma qui se répète ? » Cette unique pause est la porte d'entrée vers tout ce que nous explorerons ensemble. C'est là que commence l'intelligence émotionnelle, avec le courage de faire une pause, de réfléchir et de choisir. Dans le chapitre suivant, nous décomposerons les composants fondamentaux de l'intelligence émotionnelle et pourquoi la maîtrise de chacun d'entre eux est la clé pour débloquer l'influence, la connexion et le contrôle sur votre avenir. Parce que lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez votre vie. Chapitre 2. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle réellement ? Si vous demandez à 10 personnes de définir l'intelligence, vous obtiendrez probablement des réponses similaires. Capacité de résolution de problèmes, mémoire, pensée analytique, apprentissage rapide. L'intelligence, du moins telle que nous la mesurons traditionnellement, dépend en grande partie de la façon dont votre cerveau traite l'information. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose de complètement différent. L'intelligence émotionnelle, souvent appelée QE, ne concerne pas vos connaissances, ni la rapidité avec laquelle vous résolvez des énigmes. Il s'agit de savoir dans quelle mesure vous comprenez et naviguez dans le monde complexe, désordonné et souvent irrationnel des émotions humaines, à la fois les vôtres et celles des personnes qui vous entourent. Et si l'intelligence traditionnelle vous aide à réussir à l'école, l'intelligence émotionnelle vous aide à réussir dans tous les autres domaines. Les 5 composantes fondamentales de l'intelligence émotionnelle. Les chercheurs et les psychologues ont divisé l'intelligence émotionnelle en 5 compétences interconnectées. Ces 5 éléments constituent la base de la façon dont vous ressentez vos émotions en interne, dont vous les traitez et dont vous vous présentez au monde. 1. La conscience de soi. Sachez ce que vous ressentez et pourquoi. La conscience de soi est le point de départ de l'intelligence émotionnelle. Si vous ne pouvez pas nommer vos émotions, si vous ne comprenez pas ce qui se passe en vous, vous ne pouvez pas le contrôler et vous ne pouvez certainement pas le communiquer à quelqu'un d'autre. La plupart des gens sont étonnamment inconscients de leurs émotions. Ils savent peut-être qu'ils se sentent mal ou stressés, mais ils ne peuvent pas identifier les véritables émotions qui les motivent. Frustration, déception, culpabilité, peur. Lorsque vous manquez de conscience de vous-même, vos émotions dirigent votre comportement depuis l'ombre. Vous réagissez à la vie au lieu d'y répondre. Mieux vous serez capable de reconnaître vos sentiments au fur et à mesure qu'ils surviennent, et pas seulement après coup, plus vous serez en mesure de choisir vos réponses. Deuxièmement, l'autorégulation. Contrôlez vos réactions au lieu de les laisser vous contrôler. L'autorégulation est la capacité de faire une pause, même pendant une fraction de seconde, avant que vos émotions ne prennent le dessus. C'est la différence entre envoyer un email en colère que vous regretterez et élaborer une réponse mesurée et stratégique. C'est ce qui vous permet de répondre au stress avec souplesse plutôt qu'avec rigidité. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions. La suppression, c'est comme pousser un ballon de plage sous l'eau. Cela fonctionne un instant, mais finalement le ballon éclate et revient à la surface. L'autorégulation consiste à reconnaître les émotions sans les laisser dicter vos actions. C'est la capacité d'interrompre vos réactions prédéterminées, en particulier sous pression, et de choisir des réponses qui correspondent à vos objectifs à long terme plutôt qu'à vos impulsions à court terme. 3. La motivation interne. Le carburant émotionnel qui vous fait avancer. La motivation ne se résume pas à la volonté. Il s'agit de votre relation avec des émotions telles que la curiosité, le désir, le but et la résilience. Les personnes dotées d'un QE élevé savent comment exploiter leurs propres moteurs émotionnels, pas seulement les récompenses externes comme les promotions ou les éloges, mais les raisons plus profondes et plus durables pour lesquelles elles font ce qu'elles font. Ils savent se reconnecter à leur pourquoi,
surtout face à des échecs. Ils comprennent également que les émotions motivent l'action, pour le meilleur ou pour le pire. Lorsque vous êtes émotionnellement démotivé, déconnecté de votre objectif, perdu dans le doute de vous-même, agir semble impossible. Mais lorsque vous savez comment recadrer les échecs, gérer l'échec sans vous auto-saboter et raviver votre propre feu intérieur, vous devenez résilient d'une manière que l'intelligence seule ne peut pas fournir. 4. Empathie. Lire et comprendre les émotions des autres. Vous avez probablement rencontré des gens qui peuvent lire l'environnement sans effort. Ils savent quand faire une blague, quand offrir leur soutien et quand garder le silence. Tout cela sans que personne n'ait à dire un mot. C'est ça l'empathie, la capacité de ressentir et de comprendre les émotions des autres. Ce n'est pas de la lecture des pensées, mais c'est proche. Les personnes dotées d'une grande empathie perçoivent les émotions sous-jacentes, la tension dans la voix de quelqu'un, l'hésitation subtile avant de parler, le sourire forcé qui cache la frustration. L'empathie permet également d'ajuster votre communication. Vous pouvez formuler des idées de manière à ce que les gens soient émotionnellement prêts à les entendre. Vous pouvez désamorcer la tension avant qu'elle n'explose. Et, plus important encore, vous pouvez offrir ce dont les gens ont réellement besoin, et non ce dont vous supposez qu'ils ont besoin. 5. Compétences sociales. Naviguer dans les émotions dans les relations. Enfin, les compétences sociales rassemblent tous les autres composants. C'est la capacité d'appliquer l'intelligence émotionnelle dans des conversations en temps réel. Que vous souhaitiez désamorcer un conflit, instaurer la confiance, donner du feedback ou gérer des situations inconfortables, les compétences sociales vous permettent de ressentir les changements émotionnels au cours des conversations, d'équilibrer l'honnêteté avec le tact, d'établir rapidement des relations même avec des personnes difficiles, de gérer des conversations difficiles sans les éviter et de savoir quand avancer et quand reculer. C'est la compétence sociale ultime, mais il ne s'agit pas de charisme ou de manipulation. Il s'agit d'utiliser votre conscience émotionnelle de vous-même et des autres pour guider les conversations vers des résultats productifs. L'ensemble du système et pourquoi il est plus que la somme de ses parties. Ces 5 compétences, conscience de soi, autorégulation, motivation interne, empathie et compétences sociales, ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils se renforcent mutuellement, créant ainsi un système autonome. Lorsque vous êtes conscient de vous-même, vous remarquez des changements émotionnels en temps réel. Lorsque vous pouvez réguler ces émotions, vous restez suffisamment calme pour lire les autres avec précision. Lorsque vous comprenez les autres, vous pouvez communiquer de manière à réduire la défensive et à renforcer la confiance. Lorsque les relations se passent bien, votre motivation interne et votre confiance augmentent. Lorsque vous vous sentez en sécurité et connecté, votre autorégulation s'améliore encore plus. C'est un cercle vertueux et chaque étape renforce les autres. Pourquoi l'intelligence émotionnelle n'est plus facultative? Le monde moderne, en particulier le monde du travail, récompense l'intelligence émotionnelle comme jamais auparavant. Que vous négociez avec des clients, dirigiez des équipes, sortiez en couple, éleviez des enfants ou naviguiez simplement dans la vie quotidienne, votre capacité à gérer vos émotions définit la façon dont les gens vous perçoivent, votre influence, si les gens vous font confiance, si vous gérez efficacement le stress et votre résilience après les revers. Et voici le secret. La plupart des gens ne sont même pas conscients que cela se produit. Ils pensent que le succès est une question de compétence et de qualification. Ils n'ont aucune idée à quel point leur destin est lié à la façon dont ils gèrent leurs propres émotions et lisent celles des autres. C'est votre avantage, car au moment où vous arrêtez de vivre en pilote automatique émotionnel, au moment où vous commencez à construire intentionnellement votre intelligence émotionnelle, vous vous séparez de la majorité. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur la conscience de soi, le premier et le plus essentiel pilier de l'intelligence émotionnelle. Parce que tant que vous ne savez pas ce que vous ressentez et pourquoi, vous ne pouvez pas le contrôler. Et si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, elles vous contrôleront toujours.
Chapitre 3. La conscience de soi. La base de l'intelligence émotionnelle. Si l'intelligence émotionnelle est la clé pour maîtriser vos relations, votre influence et votre pouvoir personnel, alors la conscience de soi est le fondement sur lequel repose tout le reste. Sans conscience de soi, il n'y a pas d'intelligence émotionnelle, seulement des réactions émotionnelles. Vous ne pouvez pas réguler les émotions que vous ne reconnaissez pas. Vous ne pouvez pas comprendre les autres lorsque vous êtes aveugle à votre propre monde intérieur. Et vous ne pouvez pas construire de relations significatives si vous n'êtes pas conscient de la façon dont les autres vous perçoivent. La conscience de soi est la capacité de reconnaître vos émotions au fur et à mesure qu'elles surviennent, de comprendre ce qui les déclenche et de voir comment elles influencent votre comportement, vos décisions et vos interactions. Il ne s'agit pas seulement de savoir que vous vous sentez stressé, mais de comprendre pourquoi. Il ne s'agit pas seulement de remarquer que vous êtes en colère, mais de savoir quelle limite a été franchie. Il ne s'agit pas seulement de se sentir mal à l'aise, mais de savoir quelle peur ou quelle insécurité est à l'origine de ce malaise. Lorsque vous développez une véritable conscience de vous-même, vous cessez d'être un passager dans votre vie émotionnelle, secoué par des sentiments que vous ne pouvez ni nommer ni contrôler. Vous devenez le pilote, capable de naviguer même dans les conditions émotionnelles les plus orageuses, avec clarté et intention. Pourquoi la plupart des gens sont étrangers à eux-mêmes? Nous vivons dans un monde qui encourage la concentration sur l'extérieur. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à prêter attention aux règles, aux attentes et à la façon dont les autres nous perçoivent. Mais presque personne ne nous apprend à tourner cette attention vers l'intérieur. Résultat, la plupart des gens en savent plus sur leurs émissions de télévision préférées que sur leurs propres déclencheurs émotionnels. Ils peuvent vanter leurs compétences professionnelles, mais n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ils réagissent de manière défensive lors des réunions. Ils ont construit des carrières entières, et même des relations, en évitant certains sentiments inconfortables, sans jamais se demander d'où viennent ces sentiments. En bref, la plupart des gens réagissent à la vie sans comprendre pourquoi. Ils pensent que leurs émotions surviennent simplement. Ils ne voient pas les schémas, les hypothèses et les croyances invisibles qui façonnent ces réactions. Et ainsi, ils se retrouvent pris dans les mêmes cycles, les mêmes disputes, les mêmes frustrations, les mêmes doutes encore et encore. La conscience de soi est ce qui brise ce cycle. Angle mort émotionnel. Nous avons tous des angles morts émotionnels, des domaines de notre vie émotionnelle que nous ne comprenons pas ou que nous évitons. Il peut s'agir d'une peur du rejet, d'une tendance à se mettre sur la défensive, d'un besoin constant d'approbation ou d'une difficulté à gérer la critique. Ces angles morts ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Ils se manifestent dans nos relations, dans notre travail et dans notre capacité à gérer le stress. La conscience de soi est l'outil qui nous permet d'éclairer ces angles morts et de commencer à travailler dessus. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment développer une conscience de soi plus profonde et comment l'utiliser pour transformer votre vie émotionnelle. Parce que lorsque vous vous connaissez, vous pouvez commencer à changer. Et quand vous changez, tout le reste change avec vous. Le prix à payer pour ne pas se connaître soi-même. Le manque de conscience de soi non seulement conduit à des troubles intérieurs, mais façonne également la façon dont les autres vous perçoivent, souvent d'une manière que vous ne pouvez pas voir. Imaginez un manager convaincu d'être simplement passionné, mais que son équipe perçoit comme intimidant et réactif. Ou quelqu'un qui se considère comme quelqu'un qui aide à réparer les autres, mais que ses amis perçoivent comme quelqu'un qui a tendance à contrôler. Ou le professionnel qui pense avoir confiance en lui, mais ses collègues le voient comme dédaigneux et sur la défensive. Ces écarts entre la façon dont nous nous voyons et la façon dont les autres nous voient sont appelés angles morts émotionnels. Moins vous êtes conscient de vous-même, plus vous avez d'angles morts et plus vous portez inconsciemment atteinte à votre influence, à votre crédibilité et à vos relations. La conscience de soi est le seul moyen de réduire ces écarts. C'est ainsi que vous découvrez les habitudes émotionnelles que vous avez ignorées, afin de pouvoir arrêter de repousser involontairement les gens
ou de saboter votre propre succès. Conscience de soi interne versus conscience de soi externe. La conscience de soi n'est pas une seule chose. Elle comporte deux dimensions. 1. La conscience de soi intérieure. Connaître vos propres émotions, déclencheurs et schémas. Il s'agit de votre capacité à comprendre pourquoi vous réagissez de certaines manières, quelles situations vous causent de l'anxiété, de la frustration ou de la défensive, et d'où viennent ces réactions. Deuxièmement, la conscience de soi externe. Comprendre comment les autres vous perçoivent. Il s'agit de votre capacité à voir comment votre ton, votre langage corporel et vos réactions sont reçus par les personnes qui vous entourent. Les personnes les plus intelligentes émotionnellement développent les deux. Ils savent ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes et comprennent comment ils sont perçus à l'extérieur. Cette combinaison leur permet d'affiner leur communication, de réguler leurs émotions et d'instaurer la confiance dans n'importe quelle situation. Vos déclencheurs émotionnels, le plan que vous n'avez pas choisi. L'un des moyens les plus rapides de développer la conscience de soi est d'identifier vos déclencheurs émotionnels, ces situations, mots ou comportements spécifiques qui provoquent une réponse émotionnelle disproportionnée. Vous savez, c'est quand quelqu'un vous interrompt et que vous vous sentez non seulement agacé, mais aussi irrespecté. Lorsqu'un collègue vous fait part de ses commentaires et qu'au lieu d'écouter ses conseils, vous entendez des critiques et des rejets, ou quand un ami annule des projets et qu'au lieu de vous sentir légèrement déçu, vous vous sentez indigne et abandonné. Ces réactions intenses ne surgissent pas de nulle part. Il s'agit généralement d'échos d'expériences passées, de moments où vous avez appris, consciemment ou non, que certaines situations constituaient des menaces pour votre sécurité, votre valeur ou votre identité. La conscience de soi signifie remonter à la racine de ces réactions. De quoi vous protégez-vous réellement? Quelle vieille blessure cette situation touche-t-elle? Réagissez-vous au présent ou aux fantômes émotionnels de votre passé? Sans cette prise de conscience, vous continuerez à réagir de la même manière bien après que ces anciennes menaces auront disparu. Le pouvoir d'étiqueter les émotions. Une pratique simple mais transformatrice de conscience de soi est l'étiquetage émotionnel, la capacité de nommer exactement ce que vous ressentez à l'instant présent. La plupart des gens décrivent leurs émotions en termes vagues. Je suis stressé, je me sens mal, je suis en colère. Mais le stress n'est pas une émotion, c'est un état. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Est-ce de la frustration, de la peur, de la déception, de la honte? Plus vous pourrez étiqueter vos sentiments avec précision, plus vous aurez de contrôle sur eux. Des recherches montrent que le simple fait de nommer vos émotions réduit leur intensité et active les parties rationnelles de votre cerveau, vous donnant la distance dont vous avez besoin pour répondre intentionnellement, plutôt que de réagir aveuglément. Au lieu de dire « je suis stressé », essayez « je suis dépassé parce que je ne me sens pas préparé ». Je suis anxieux parce que j'ai peur de décevoir quelqu'un. Je suis frustré parce que je me sens ignoré. Des étiquettes spécifiques vous donnent un pouvoir spécifique, le pouvoir de travailler avec vos émotions, et non contre elles. Les histoires que vous vous racontez. Les émotions ne sont pas seulement des réactions chimiques, sont façonnées par les histoires que vous vous racontez sur ce qui se passe. Imaginez que vous soyez laissé en lecture après avoir envoyé un message important. Une personne pourrait hausser les épaules et supposer que l'autre personne est simplement occupée. Une autre personne pourrait tomber dans une spirale de réflexion. Ils m'ignorent parce qu'ils sont en colère. Je ruine toujours les relations. Même situation, expériences émotionnelles complètement différentes, tout cela dû à l'histoire que chacun se raconte. La conscience de soi implique de détecter ces histoires et de les remettre en question avant qu'elles ne dictent vos émotions. Demandez-vous, quelle histoire je me raconte en ce moment? Cette histoire est-elle basée sur des faits ou des hypothèses? Quelle est l'interprétation la plus équilibrée? Ces questions créent une pause, et dans cette pause, vous reprenez votre pouvoir. Vos schémas émotionnels, réactions répétées,
croyances non examinées. Plus vous restez longtemps sans conscience de vous-même, plus vos schémas émotionnels deviennent automatiques. Vous pourriez avoir recours à la défensive chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, non pas parce que vous le choisissez, mais parce que c'est une habitude. Ces schémas ont été appris, et puisqu'ils ont été appris, ils peuvent être désappris, mais seulement si vous en prenez d'abord conscience. La conscience de soi vous aide à identifier les réactions émotionnelles récurrentes, les situations qui déclenchent toujours les mêmes sentiments et les habitudes autodestructrices, comme se fermer, surexpliquer ou éviter les conversations difficiles. Une fois que vous voyez le modèle, vous pouvez commencer à le remplacer par un modèle plus sain. La conscience de soi comme pratique quotidienne. La conscience de soi n'est pas une réussite ponctuelle, c'est une pratique quotidienne. Faites le point avec vous-même tout au long de la journée. Que ressens-je? Qu'est-ce qui a déclenché cela? De quoi ai-je besoin en ce moment? Tenez un journal de vos réactions émotionnelles, en particulier celles qui vous surprennent ou vous déroutent. Demandez du feedback. Comment suis-je perçu dans les conversations difficiles? Qu'est-ce que je ne remarque peut-être pas chez moi? Réfléchissez aux conflits passés. Quelles hypothèses ai-je faites? Étaient-ils vrais? Plus vous pratiquez la conscience de soi, plus elle deviendra automatique, jusqu'à ce que vous ne viviez plus en pilote automatique émotionnel, mais que vous dirigiez votre vie émotionnelle avec clarté et objectif. La récompense, contrôle, confiance et connexion. La conscience de soi permet de contrôler non pas vos sentiments, mais votre réaction à ceux-ci. Vous vous rattraperez avant de réagir de manière impulsive. Vous comprendrez pourquoi vous vous sentez mal au lieu de vous engourdir ou d'exploser. Vous communiquerez clairement vos besoins au lieu d'attendre que les autres devinent. Plus important encore, la conscience de soi permet une connexion plus profonde avec vous-même et avec tous ceux qui vous entourent. Parce que lorsque vous vous comprenez, vous vous montrez enfin tel que vous êtes réellement. Et c'est la version de vous à laquelle les gens font confiance, qu'ils respectent et avec laquelle ils se connectent. Chapitre 4. Autorégulation. Maîtrisez vos réactions émotionnelles. Si la conscience de soi est la capacité de remarquer ses émotions, l'autorégulation est la capacité de les gérer. C'est ce qui vous permet de ressentir de la colère sans perdre le contrôle, d'éprouver de la peur sans vous fermer aux autres, ou d'affronter la déception sans devenir autocritique. C'est la différence entre être contrôlé par vos émotions et les utiliser comme données pour guider des décisions plus intelligentes. L'autorégulation est la compétence émotionnelle la plus directement liée à la confiance et à la crédibilité. Les gens font confiance à ceux qui restent calmes sous pression, communiquent clairement même en cas de conflit et réagissent de manière réfléchie plutôt qu'impulsive. Que vous dirigiez une équipe, négociez un accord ou entreteniez simplement des relations saines, votre capacité à réguler vos émotions détermine si vous êtes perçu comme calme et compétent ou réactif et imprévisible. Ce chapitre explique comment fonctionne l'autorégulation, pourquoi elle est si difficile et comment vous pouvez la développer comme un super pouvoir, même si vos émotions ont toujours semblé avoir leur propre esprit. Pourquoi les émotions sont si puissantes? Le détournement de l'amygdale. Tout d'abord, mettons les choses au clair. Les réactions émotionnelles fortes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont le signe que votre cerveau fonctionne exactement comme il a évolué. Au plus profond de votre cerveau, l'amygdale agit comme un système d'alarme émotionnel. Lorsqu'il détecte une menace, physique ou émotionnelle, il déclenche instantanément votre réaction de combat, de fuite ou de gel. Votre corps est inondé d'adrénaline, votre cœur bat plus vite, votre respiration s'accélère et votre cerveau rationnel s'éteint temporairement. Cela se produit en quelques fractions de secondes, souvent avant que vous ne soyez conscient de l'émotion. C'est pourquoi vous pouvez ressentir de la colère, de la peur ou de la honte avant de savoir pourquoi. Cette réaction instinctive a aidé vos ancêtres à survivre, mais dans la vie moderne, elle se retourne souvent contre eux. Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre un danger mortel et une conversation difficile au travail.
Pour votre amygdale, le rejet est ressenti comme la mort, la critique comme une attaque, et l'incertitude comme entrer dans la tanière d'un prédateur. Sans autorégulation, vous vivez à la merci de cet ancien système, réagissant au stress, au conflit et à l'inconfort avec des instincts primitifs, plutôt qu'avec des réponses intentionnelles. Le mythe du contrôle. Ce n'est pas de la répression. Beaucoup de gens confondent l'autorégulation avec la suppression émotionnelle. La croyance selon laquelle gérer ses émotions signifie les réprimer, faire comme si elles n'existaient pas ou rester artificiellement calme à tout moment. Cela ne fonctionne pas. Les émotions refoulées ne disparaissent pas. Ils s'échappent plus tard, souvent de manière destructrice. La frustration que vous refoulez au travail pourrait exploser à la maison. L'anxiété que vous réprimez pourrait se manifester par de la procrastination ou du perfectionnisme. La tristesse que vous niez pourrait se transformer en engourdissement. La véritable autorégulation ne signifie pas ignorer les émotions, mais plutôt les traiter en temps réel afin qu'elles ne contrôlent pas vos actions. Il s'agit de reconnaître ce que vous ressentez sans le laisser dicter votre comportement. Le pouvoir de la pause, votre première ligne de défense. La pierre angulaire de l'autorégulation est la capacité à faire une pause entre le sentiment et l'action. Lorsque vous ressentez une émotion forte, colère, peur, honte, attitude défensive, votre premier réflexe sera de réagir, répondre immédiatement, vous retirer, vous défendre. C'est votre amygdale qui essaie de prendre le dessus. Faire une pause est la façon dont vous reprenez le contrôle. La pause peut être une respiration, une gorgée d'eau, un enregistrement interne silencieux. Dans cette pause, vous vous demandez « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ? Qu'est-ce qui a déclenché cela ? Quelle est la réponse la plus utile et pas seulement la plus rapide ?» Ce micro-moment, parfois de quelques secondes seulement, sépare les réponses émotionnellement intelligentes des réactions émotionnelles. Plus vous vous exercerez à faire des pauses, plus cela deviendra facile, jusqu'à ce que des réponses calmes et réfléchies deviennent votre nouvelle valeur par défaut. L'autorégulation dans la vie réelle. Scénario pratique. Recevoir des critiques. Sans autorégulation, vous vous mettez immédiatement sur la défensive. Vous expliquez pourquoi le retour est injuste ou vous vous fermez complètement. Avec l'autorégulation, vous ressentez la piqûre initiale. Faites une pause et rappelez-vous que le retour d'information est une information, pas une attaque. Vous réagissez avec curiosité plutôt qu'avec une attitude défensive. Conflit avec un père ou un collègue. Sans autorégulation, vous élevez la voix, interrompez ou vous retirez pour éviter la conversation. Avec l'autorégulation, vous prenez le temps de nommer vos propres émotions, de reconnaître ce que l'autre personne pourrait ressentir et de choisir des mots qui désamorcent plutôt que d'aggraver. Angoisse de parler en public ou de performance. Sans autorégulation, vous laissez la peur vous submerger, votre esprit se vide et vous trébuchez sur vos mots. Avec l'autorégulation, vous reconnaissez la peur, respirez profondément et concentrez-vous sur le message que vous souhaitez partager et non sur la peur du jugement. Recadrez les émotions, de la menace aux données. Un élément clé de l'autorégulation consiste à changer votre relation avec les émotions difficiles. La plupart des gens voient la peur, la colère ou la frustration comme des problèmes à éliminer. Mais les personnes émotionnellement intelligentes les considèrent comme des données précieuses. La colère vous indique qu'une limite a peut-être été franchie. L'anxiété met en évidence l'incertitude, vous invitant à vous préparer. La frustration indique des attentes non satisfaites ou une communication peu claire. Au lieu de rejeter ces émotions, posez-vous des questions. Qu'est-ce que ce sentiment essaie de me dire ? Quelle croyance ou valeur est remise en question ici ? Cette émotion m'aide-t-elle ou est-elle liée à une peur passée ? Ce passage de la lutte contre vos émotions à l'apprentissage de celles-ci change la donne. Transformez chaque réaction émotionnelle en une opportunité d'acquérir des connaissances et d'agir plus intelligemment. Cela se produit en quelques fractions de secondes, souvent avant que vous ne soyez conscient de l'émotion.
C'est pourquoi vous pouvez ressentir de la colère, de la peur ou de la honte avant de savoir pourquoi. Cette réaction instinctive a aidé vos ancêtres à survivre, mais dans la vie moderne, elle se retourne souvent contre eux. Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre un danger mortel et une conversation difficile au travail. Pour votre amygdale, le rejet est ressenti comme la mort, la critique comme une attaque et l'incertitude comme entrer dans la tanière d'un prédateur. Sans autorégulation, vous vivez à la merci de cet ancien système, réagissant au stress, au conflit et à l'inconfort avec des instincts primitifs, plutôt qu'avec des réponses intentionnelles. Le mythe du contrôle. Ce n'est pas de la répression. Beaucoup de gens confondent l'autorégulation avec la suppression émotionnelle. La croyance selon laquelle gérer ses émotions signifie les réprimer, faire comme si elles n'existaient pas ou rester artificiellement calme à tout moment. Cela ne fonctionne pas. Les émotions refoulées ne disparaissent pas. Ils s'échappent plus tard, souvent de manière destructrice. La frustration que vous refoulez au travail pourrait exploser à la maison. L'anxiété que vous réprimez pourrait se manifester par de la procrastination ou du perfectionnisme. La tristesse que vous niez pourrait se transformer en engourdissement. La véritable autorégulation ne signifie pas ignorer les émotions, mais plutôt les traiter en temps réel afin qu'elles ne contrôlent pas vos actions. Il s'agit de reconnaître ce que vous ressentez sans le laisser dicter votre comportement. Le pouvoir de la pause, votre première ligne de défense. La pierre angulaire de l'autorégulation est la capacité à faire une pause entre le sentiment et l'action. Lorsque vous ressentez une émotion forte, colère, peur, honte, attitude défensive, votre premier réflexe sera de réagir, répondre immédiatement, vous retirer, vous défendre. C'est votre amygdale qui essaie de prendre le dessus. Faire une pause est la façon dont vous reprenez le contrôle. La pause peut être une respiration, une gorgée d'eau, un enregistrement interne silencieux. Dans cette pause, vous vous demandez « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ? Qu'est-ce qui a déclenché cela ? Quelle est la réponse la plus utile, et pas seulement la plus rapide ?» Ce micro-moment, parfois de quelques secondes seulement, sépare les réponses émotionnellement intelligentes des réactions émotionnelles. Plus vous vous exercerez à faire des pauses, plus cela deviendra facile, jusqu'à ce que des réponses calmes et réfléchies deviennent votre nouvelle valeur par défaut. L'autorégulation dans la vie réelle. Scénario pratique. Recevoir des critiques. Sans autorégulation, vous vous mettez immédiatement sur la défensive. Vous expliquez pourquoi le retour est injuste ou vous vous fermez complètement. Avec l'autorégulation, vous ressentez la piqûre initiale. Faites une pause et rappelez-vous que le retour d'information est une information, pas une attaque. Vous réagissez avec curiosité plutôt qu'avec une attitude défensive. Conflit avec un père ou un collègue. Sans autorégulation, vous élevez la voix, interrompez ou vous retirez pour éviter la conversation. Avec l'autorégulation, vous prenez le temps de nommer vos propres émotions, de reconnaître ce que l'autre personne pourrait ressentir et de choisir des mots qui désamorcent plutôt que d'aggraver. Angoisse de parler en public ou de performance. Sans autorégulation, vous laissez la peur vous submerger, votre esprit se vide et vous trébuchez sur vos mots. Avec l'autorégulation, vous reconnaissez la peur, respirez profondément et concentrez-vous sur le message que vous souhaitez partager et non sur la peur du jugement. Recadrez les émotions, de la menace aux données. Un élément clé de l'autorégulation consiste à changer votre relation avec les émotions difficiles. La plupart des gens voient la peur, la colère ou la frustration comme des problèmes à éliminer. Mais les personnes émotionnellement intelligentes les considèrent comme des données précieuses. La colère vous indique qu'une limite a peut-être été franchie. L'anxiété met en évidence l'incertitude, vous invitant à vous préparer. La frustration indique des attentes non satisfaites ou une communication peu claire. Au lieu de rejeter ces émotions, posez-vous des questions. Qu'est-ce que ce sentiment essaie de me dire ? Quelle croyance ou valeur est remise en question ici ? Cette émotion m'aide-t-elle ou est-elle liée à une peur passée ?
Ce passage de la lutte contre vos émotions à l'apprentissage de celles-ci change la donne. Transformez chaque réaction émotionnelle en une opportunité d'acquérir des connaissances et d'agir plus intelligemment. Développez la flexibilité émotionnelle. L'autorégulation ne consiste pas seulement à se calmer, mais à devenir flexible avec ses réponses émotionnelles. Les schémas émotionnels rigides, toujours réagir de manière défensive aux commentaires ou toujours éviter les conflits, vous enferment dans des options limitées. La flexibilité vous offre des options. Parfois, la confrontation directe est appropriée. D'autres fois, prendre du recul et réfléchir vous convient mieux. Parfois, l'humour peut apaiser les tensions. D'autres fois, la vulnérabilité est le chemin vers la connexion. L'autorégulation vous permet de choisir, au lieu de rester coincé dans une réaction prédéterminée. Le rôle du dialogue interne dans l'autorégulation émotionnelle. Votre dialogue intérieur alimente vos émotions, surtout dans les moments difficiles. C'est un désastre, alimente la panique. Ils le font exprès, alimente la colère. Je gâche toujours tout, alimente la honte. L'autorégulation implique de gérer votre dialogue interne, en passant d'un langage catastrophique ou personnalisé à un langage interne plus équilibré et réaliste. Au lieu de dire « cette réunion va être un désastre », essayez « je suis préparé et je peux gérer tout ce qui arrive ». Au lieu de dire « ils m'ignorent parce qu'ils me détestent », essayez « ils sont peut-être occupés, je ne connais pas encore toute l'histoire ». Les mots que vous vous dites façonnent votre état émotionnel. Et l'autorégulation consiste à choisir des mots qui favorisent des actions calmes et confiantes. Outil d'autorégulation que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Une respiration carrée. Inspirez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Ce modèle de respiration simple calme immédiatement votre système nerveux et vous donne le temps de choisir votre réponse. 2. La règle des 10. Lorsque les émotions sont fortes, demandez-vous « Que ressentirai-je dans 10 minutes, dans 10 jours, dans 10 mois ?» Cela recadre la situation et réduit l'intensité émotionnelle. 3. Étiqueter et recadrer. Nommez l'émotion. Je me sens frustré. Puis, reformulez-la. C'est parce que j'espérais de la clarté. Je peux la demander. Cela vous fait passer du débordement émotionnel au mode résolution de problèmes. Conclusion. Vos émotions sont des messagers, pas des amants. L'autorégulation ne signifie pas éviter les émotions, mais apprendre à travailler avec elles plutôt que de se laisser gouverner par elles. Lorsque vous maîtrisez l'autorégulation, vous restez calme lorsque les autres perdent le contrôle. Vous réagissez de manière réfléchie plutôt qu'impulsive et vous développez votre confiance en vous en étant constamment présent. Vous devenez la personne sur laquelle les gens comptent lorsque les choses deviennent difficiles. Cette compétence fait la différence entre réagir à la vie et mener sa vie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que, comme tout muscle, plus vous le pratiquez, plus il devient fort. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur la motivation. Comment l'intelligence émotionnelle stimule la détermination, la concentration et la résilience, même face aux revers. Chapitre 5. Motivation interne. Le moteur émotionnel derrière la résilience et le succès. Lorsque la plupart des gens pensent à la motivation, ils imaginent des explosions d'inspiration temporaire, du genre que l'on ressent après une excellente conférence TED ou après avoir lu une histoire de réussite sur les réseaux sociaux. C'est excitant, énergisant et éphémère. La véritable motivation, celle qui conduit à une action cohérente, à la résilience et au succès à long terme, vient d'un endroit plus profond. Cela ne dépend pas de récompenses externes, telles que l'argent, les éloges ou la compétition. Elle est guidée par votre monde émotionnel interne, le lien entre ce que vous faites et pourquoi cela compte. Cette motivation interne est un pilier central de l'intelligence émotionnelle, car les émotions sont votre source de carburant la plus profonde.
Lorsque vous comprenez comment travailler avec vos émotions, et non contre elles, vous débloquez un niveau d'élan durable qu'aucune application de définition d'objectifs ou routine matinale ne peut vous offrir. Dans ce chapitre, nous expliquerons comment l'intelligence émotionnelle alimente la motivation, pourquoi les récompenses externes seules sont toujours insuffisantes et comment vous pouvez utiliser vos propres émotions pour créer une motivation interne inébranlable, quelle que soit la difficulté du chemin. La différence entre la motivation externe et interne. Commençons par une vérité simple. La motivation externe a des limites. Les facteurs de motivation externe, éloge de votre patron, reconnaissance de vos pairs, récompenses financières, peuvent stimuler les efforts à court terme. Mais dès que ces récompenses disparaissent, la motivation disparaît également. C'est une forme d'élan fragile, car elle dépend de facteurs indépendants de votre volonté. La motivation interne, en revanche, est alimentée par votre connexion émotionnelle à votre propre objectif, à vos valeurs et à votre sens de la vie. C'est ce qui vous permet de continuer quand personne ne regarde, quand le travail est difficile, quand il n'y a pas de récompense immédiate. La motivation interne est la différence entre travailler tard, parce que vous voulez impressionner votre patron, motivation externe, et travailler tard parce que vous croyez en ce que vous créez, motivation interne. C'est la différence entre aller à la salle de sport pour correspondre à l'image de réussite de quelqu'un d'autre, motivation externe, et y aller parce que cela renforce votre sentiment d'estime de soi, motivation interne. Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée excellent à attiser leur propre feu intérieur, car elles comprennent comment leurs émotions sont liées à leur sens le plus profond de l'objectif. Intelligence émotionnelle et alignement avec le but. Au cœur de la motivation interne se trouve le but, une compréhension claire des raisons pour lesquelles vous poursuivez un objectif et de la manière dont il est lié à vos valeurs, à votre identité et à vos besoins émotionnels. Sans intelligence émotionnelle, vous pouvez vous sentir sans but ou déconnecté de votre travail, même s'il est objectivement réussi. C'est parce que vous recherchez des résultats plutôt qu'un alignement émotionnel. Vous pouvez gravir les échelons, remporter des prix et cocher toutes les cases. Mais si ces réalisations ne résonnent pas émotionnellement, la motivation s'estompe. Les personnes dotées d'une forte motivation interne se demandent constamment « Pourquoi est-ce important pour moi ? Comment cela correspond-il à qui je veux être ? Quels besoins émotionnels cela satisfait-il ? Sécurité, créativité, contribution, maîtrise. » En gardant ces ancres émotionnelles au premier plan, vous rechargez votre motivation directement à partir de vos valeurs, et pas seulement à partir d'une excitation passagère. Résilience émotionnelle, le réservoir de la motivation. L'intelligence émotionnelle protège également la motivation en renforçant la résilience, votre capacité à rester engagé et adaptable lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Sans résilience émotionnelle, chaque revers semble personnel, chaque échec déclenche le doute de soi et chaque obstacle épuise votre énergie et érode votre sentiment de valeur. Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée n'évitent pas ces émotions, mais elles savent comment les traiter de manière productive. Ils ne voient pas la frustration comme une raison d'abandonner, mais comme un retour d'information leur permettant d'ajuster leur approche. Ils considèrent le doute comme faisant partie de la croissance, et non comme une preuve qu'ils ne sont pas dignes. Ils éprouvent des déceptions, sans perdre de vue leur objectif profond. Cette flexibilité émotionnelle transforme chaque réaction en une opportunité d'acquérir des connaissances et de prendre des mesures plus intelligentes. La conscience émotionnelle de soi et la cartographie de la motivation sont des outils puissants, mais souvent négligés, pour créer une forte motivation interne. L'une des clés pour développer cette motivation est de comprendre vos moteurs émotionnels, les émotions spécifiques qui vous dynamisent et alimentent votre sens du but. Tout le monde n'est pas motivé par les mêmes émotions. Certaines personnes sont motivées par le désir de contribuer, d'autres par un besoin de maîtrise, et d'autres encore par un désir d'aventure et de découverte. Lorsque vous comprenez votre propre carte émotionnelle,
Vous pouvez concevoir des objectifs et des routines qui nourrissent réellement votre motivation intérieure plutôt que de l'épuiser. Demandez-vous, quand est-ce que je me sens le plus énergique et vivant? Que fais-je à ces moments-là? Quelles émotions est-ce que je recherche dans mon travail? La fierté, la curiosité, la connexion, l'excitation. Quelles activités me font perdre la notion du temps et quelles émotions déclenchent-elles? Lorsque vous alignez vos objectifs sur ces moteurs émotionnels, vous créez une motivation qui s'auto-alimente, plutôt que de dépendre de récompenses externes. Autorégulation et pulsion émotionnelle. La motivation ne consiste pas seulement à se lancer, mais aussi à rester engagé malgré les inévitables hauts et bas émotionnels. C'est là que l'autorégulation, que nous avons abordée dans le chapitre précédent, joue un rôle essentiel. Les personnes dotées de solides capacités d'autorégulation ne laissent pas la frustration ou l'ennui temporaire faire dérailler leur progrès. Ils savent faire une pause et recadrer les défis comme des opportunités d'apprentissage, gérer la déception sans catastrophisme et se tourner vers leur « pourquoi » émotionnel lorsque la motivation externe diminue. Ils utilisent de petites victoires émotionnelles, comme terminer un entraînement difficile, résoudre un problème ou faire des progrès, pour créer une dynamique. La capacité à générer un élan émotionnel, même après des revers, est l'un des moyens les plus puissants par lesquels l'intelligence émotionnelle alimente la motivation interne. Motivation intrinsèque en action. Une étude de cas. Imaginez deux professionnels travaillant dans le même domaine. La personne A travaille pour un salaire. Il fait son travail suffisamment bien pour éviter les critiques, mais chaque jour lui semble épuisant. Si un travail mieux rémunéré se présente, il l'acceptera sans hésitation. Il n'y a aucune loyauté, ni lien émotionnel. La personne B, quant à elle, travaille pour le sens qu'elle trouve dans la résolution de problèmes complexes et en contribuant à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Même lors des journées difficiles, vous pouvez renouer avec ce sentiment d'objectif. Leur motivation est autonome et ne dépend pas des éloges, des promotions ou des récompenses externes. La différence n'est pas le talent ou l'intelligence, mais la connexion émotionnelle. La personne B comprend comment son travail répond à ses besoins émotionnels de maîtrise, de contribution ou de créativité, et cet alignement interne est ce qui la maintient engagée à long terme. C'est le pouvoir de la motivation interne, alimentée par l'intelligence émotionnelle. Elle transforme le travail en une source de sens, et non plus seulement en une obligation. Transformer les valeurs en carburant émotionnel. L'un des moyens les plus efficaces pour stimuler la motivation interne est de relier vos actions quotidiennes à vos valeurs fondamentales, non seulement en théorie, mais aussi émotionnellement. Si vous accordez de l'importance à la croissance, comment le défi d'aujourd'hui élargit-il vos compétences? Si vous accordez de l'importance à la connexion, comment votre travail contribue-t-il aux relations? Si vous valorisez la créativité, comment pouvez-vous apporter plus d'innovation à votre travail? Ce lien émotionnel avec les valeurs ancre la motivation dans quelque chose de plus profond que des objectifs éphémères, la rendant beaucoup plus résistante au stress, à l'ennui ou aux revers externes. 11 exercices pratiques pour développer la motivation interne. 1. Le journal de motivation. Chaque jour, notez un moment où vous vous êtes senti plein d'énergie. Qu'est-ce qui a déclenché cela? Un défi émotionnel. Comment avez-vous réagi? Une façon dont le travail d'aujourd'hui se connecte à votre « pourquoi » plus vaste. Au fil du temps, cette pratique vous aidera à cartographier vos moteurs émotionnels et à développer l'habitude de recadrer les défis comme carburant de motivation. Deuxièmement, le recadrage émotionnel. Lorsque vous vous sentez bloqué, demandez-vous « à quelle valeur ce défi est-il lié ?» Comment se sentirait-on si on s'en remettait? Quelle petite action puis-je entreprendre pour créer une dynamique émotionnelle? Cela vous permet de rester concentré sur les récompenses émotionnelles internes et pas seulement sur les résultats externes. 3. Visualisation du futur soi. Imaginez régulièrement votre futur moi idéal. Pas seulement ce que vous avez accompli, mais aussi comment vous vous sentez. Confiant, déterminé,
en paix. Alors demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour nourrir ces émotions? Cela rend la motivation personnelle, et non pas seulement basée sur les tâches. Conclusion. L'émotion est le moteur de tout. Le secret d'une motivation durable n'est pas la volonté, mais l'alignement émotionnel. Lorsque vos objectifs, vos valeurs et vos actions quotidiennes alimentent les émotions que vous désirez le plus, la motivation devient autonome. C'est l'avantage de l'intelligence émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de pression extérieure pour rester motivé. Votre propre monde émotionnel devient votre plus grande source d'énergie. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur l'empathie, le super pouvoir qui transforme la façon dont vous comprenez, communiquez avec et influencez les autres. Chapitre 5. L'empathie, le super pouvoir qui libère la connexion et l'influence. Si la conscience de soi consiste à se comprendre soi-même, l'empathie est son jumeau externe. La capacité de comprendre et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'une autre personne. L'empathie est le pont invisible entre les gens, la force qui vous permet de lire entre les lignes, de ressentir la tension avant qu'elle ne soit exprimée et de reconnaître ce dont les autres ont besoin, même lorsqu'ils ne le disent pas. Essentiellement, l'empathie est une intelligence émotionnelle dirigée vers l'extérieur. C'est ce qui vous permet de vous connecter profondément, de résoudre les conflits avant qu'ils ne s'aggravent et d'influencer sans manipulation. C'est la raison pour laquelle certaines personnes attirent l'attention et inspirent confiance dès qu'elles entrent dans une pièce, tandis que d'autres, quelle que soit leur intelligence ou leur expérience, semblent toujours légèrement désynchronisées avec ceux qui les entourent. Maîtriser l'empathie ne consiste pas seulement à être gentil ou compatissant. C'est une compétence pratique que vous pouvez perfectionner jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature, vous permettant de lire les situations, d'adapter votre communication et d'instaurer la confiance plus rapidement que la logique ou l'autorité ne le pourrait jamais. Ce qu'est l'empathie et ce qu'elle n'est pas. Dissipons tout de suite le plus gros malentendu. L'empathie n'est pas la même chose qu'être gentil. Vous pouvez être empathique sans être complaisant. Vous pouvez comprendre les sentiments de quelqu'un tout en établissant des limites fermes. Vous pouvez reconnaître la frustration de quelqu'un sans en accepter la responsabilité. L'empathie ne signifie pas absorber les émotions des autres, signifie les comprendre clairement. Il existe 3 principaux types d'empathie, et les personnes émotionnellement intelligentes les développent tous. Empathie cognitive. Compréhension mentale. C'est votre capacité à comprendre ce que quelqu'un pense et pourquoi il ressent une certaine manière. Il s'agit d'adopter une perspective, d'entrer mentalement dans leur monde et de voir la situation à travers leurs yeux. Ce n'est pas émotionnel, c'est intellectuel. Vous n'êtes pas obligé de ressentir ce qu'ils ressentent, mais vous comprenez pourquoi ils le ressentent. C'est crucial dans les négociations, le leadership et la résolution des conflits. Lorsque vous pouvez anticiper la façon dont quelqu'un interprétera vos paroles ou vos actions, vous pouvez adapter votre approche sans compromettre votre message. Empathie émotionnelle. Ressentir avec l'autre. C'est la version classique de l'empathie. Ressentir les émotions de quelqu'un en même temps qu'eux. Si quelqu'un souffre, vous ressentez un soupçon de tristesse. S'ils sont anxieux, vous captez cette énergie. L'empathie émotionnelle vous permet de vous connecter à un niveau plus profond, ce qui renforce la confiance et les relations. Mais c'est aussi la forme d'empathie la plus risquée. Si vous absorbez trop, vous perdez votre objectivité. Les personnes très empathiques ont souvent besoin d'une forte autorégulation pour éviter la surcharge émotionnelle. Vous voulez ressentir quelque chose avec les gens, pas vous noyer avec eux. Empathie compatissante. Comprendre plus agir. C'est la forme idéale d'empathie. La capacité de comprendre ce que quelqu'un ressent, de ressentir suffisamment pour s'en soucier, puis de réagir d'une manière réellement utile. C'est l'empathie des dirigeants compétents, des coachs, des négociateurs et des amis de confiance. Elle est émotionnellement engagée, mais pas émotionnellement détournée. Vous vous souciez suffisamment d'agir, mais gardez suffisamment de distance pour agir avec sagesse.
Pourquoi l'empathie est plus difficile qu'il n'y paraît? Si l'empathie est si précieuse, pourquoi si peu de gens la maîtrisent-ils? Bruit émotionnel. La plupart des gens sont tellement pris dans leur propre dialogue intérieur, leur stress, leurs insécurités, leurs projets, qu'ils accordent très peu d'attention aux autres. L'empathie exige de la présence, et la présence exige que vous taisiez votre propre bruit suffisamment longtemps pour vraiment observer quelqu'un d'autre. Biais et hypothèses. Nous supposons naturellement que les autres pensent comme nous, valorisent ce que nous valorisons et interprètent les situations de la même manière que nous. Ce n'est pas comme ça. La véritable empathie exige que vous mettiez vos hypothèses en pause et que vous soyez curieux de savoir comment quelqu'un d'autre voit le monde. Malaise émotionnel. La douleur, la frustration ou l'anxiété des autres peuvent déclencher votre propre inconfort. Si vous n'êtes pas préparé émotionnellement, votre premier réflexe peut être d'éviter leurs émotions, de les ignorer, de les minimiser ou de changer de sujet. La véritable empathie signifie rester présent, même lorsque les émotions sont inconfortables. Le radar de l'empathie. Apprendre à lire le non-dit. L'empathie ne concerne pas seulement ce que les gens disent, mais aussi ce qu'ils ne disent pas. Les personnes émotionnellement intelligentes développent une sorte de radar social, recherchant constamment des signaux émotionnels subtils dans le ton, le langage corporel, le rythme et les changements d'énergie. Voici quelques signes que vous pouvez lire. Micro-expressions, des expressions faciales fugaces qui révèlent de vrais sentiments avant d'être masqués. Tension corporelle, bras croisés, mâchoire serrée, mains agitées. Changement de hauteur et de rythme. Lorsque quelqu'un accélère, ralentit ou devient plus silencieux. Incohérence. Quand les mots de quelqu'un disent une chose, mais que son corps en dit une autre. Ce radar vous permet d'adapter votre approche en temps réel. Adoucissez votre ton lorsque quelqu'un est sur la défensive. Donnez de l'espace lorsque quelqu'un est dépassé ou insistez pour plus de clarté lorsque quelqu'un évite. L'empathie en action. Scénario du monde réel. Voyons des exemples où l'empathie transforme les résultats. Rétroaction difficile au travail. Sans empathie, vous donnez votre avis de manière abrupte, en vous concentrant uniquement sur les faits. L'employé devient sur la défensive, interprétant cela comme une critique personnelle. Avec empathie, vous reconnaissez qu'ils sont anxieux. Adoucissez votre ton et reconnaissez la difficulté. Ils se sentent écoutés et reçoivent des commentaires. Conflit avec un partenaire. Sans empathie, vous vous concentrez uniquement sur la preuve de votre point de vue. Avec empathie, vous détectez leur frustration sous-jacente, demandez ce qui les dérange vraiment et abordez la couche émotionnelle au lieu de simplement la discussion superficielle. Négociation. Sans empathie, vous imposez votre propre chemin, en supposant qu'ils se soucient des mêmes priorités que vous. Avec empathie, vous découvrez ce qui compte le plus pour eux, statut, certitude, flexibilité, et vous adaptez votre offre pour répondre à ces besoins émotionnels. Empathie et influence. Pourquoi les gens vous font davantage confiance lorsqu'ils se sentent compris? Les gens ne sont pas convaincus par la seule logique. Ils sont persuadés lorsqu'ils se sentent compris. Lorsque vous faites preuve d'une véritable empathie, les gens baissent naturellement leur défense. Ils se sentent en sécurité, respectés et ouverts parce qu'ils sentent que vous ne leur parlez pas seulement, mais que vous les voyez réellement. Les dirigeants, les vendeurs et les négociateurs dotés d'un QE élevé savent que le moyen le plus rapide de développer une influence n'est pas de dominer une conversation, mais d'écouter si bien que l'autre personne se sente mieux comprise qu'elle ne se comprend elle-même. Ce niveau d'harmonisation émotionnelle est rare et il est magnétique. Exercice pratique pour développer l'empathie aujourd'hui. Écho émotionnel. Dans les conversations, entraînez-vous à refléter non seulement les mots, mais aussi les émotions que vous percevez. On dirait que vous êtes frustré parce que vous ne vous sentez pas écouté. Je vois à quel point cette situation vous affecte. Vous semblez excité, mais aussi nerveux à l'idée de la prochaine étape. Cela montre que vous êtes en phase et invite à une plus grande confiance.
Vérification de la curiosité. À chaque interaction, faites une pause et demandez-vous « Que ressentent-ils et qu'ils ne disent pas ?» Qu'est-ce qui est important pour eux dans cette situation? Quelles hypothèses est-ce que je fais sur leur motivation ou leurs émotions? Cela vous permet de rester concentré sur leur monde intérieur, pas seulement sur le vôtre. Cartographie émotionnelle. Après des conversations clés, réfléchissez aux émotions présentes, les leurs et les vôtres. Quels signes indiquaient ces émotions? Comment votre réponse a-t-elle affecté leurs émotions? Au fil du temps, cela développe votre reconnaissance des schémas émotionnels. L'empathie est une influence. La dernière leçon est la suivante. Les gens ne se souviennent pas autant de ce que vous avez dit que de ce que vous leur avez fait ressentir. Lorsque les gens se sentent vraiment vus, respectés et compris, vous gagnez une confiance qui ne peut être simulée. Et avec la confiance vient l'influence. L'empathie n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas doux. C'est l'outil le plus pointu dont vous disposez pour établir des relations, résoudre des conflits et diriger avec cœur et esprit. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment l'intelligence émotionnelle vous aide à maîtriser les conversations les plus difficiles et les conflits à enjeux élevés, en utilisant l'empathie à la fois comme bouclier et comme épée. Chapitre 6. Maîtriser les conversations difficiles. Appliquer l'intelligence émotionnelle sous pression. S'il existe un véritable test d'intelligence émotionnelle, c'est la façon dont vous gérez les conversations difficiles. Ces moments où les émotions s'enflamment, les enjeux sont élevés et le résultat a de réelles conséquences. Il peut s'agir d'une séance de feedback difficile au travail, d'une confrontation avec un ami, d'une conversation sur la définition des limites avec un partenaire ou d'une négociation avec un client difficile. Ces conversations semblent si difficiles non seulement à cause des sujets abordés, mais aussi à cause des émotions qu'elles suscitent. La peur, la frustration, l'insécurité, la défensive, tout cela surgissant juste sous la surface. Si vous ne parvenez pas à gérer ces émotions, les vôtres et celles de l'autre personne, la conversation devient une spirale de malentendus, de reproches et de sentiments blessés. Mais lorsque vous appliquez l'intelligence émotionnelle, ces mêmes conversations deviennent des opportunités de renforcer la confiance, d'approfondir la connexion, de résoudre de vrais problèmes et de laisser les deux parties se sentir écoutées et respectées. Ce chapitre explique comment l'intelligence émotionnelle transforme les conversations difficiles et vous donne un cadre pour aborder tout dialogue à enjeux élevés avec calme, clarté et contrôle. Pourquoi les conversations difficiles déclenchent des réactions émotionnelles? Commençons par expliquer pourquoi ces conversations sont si inconfortables. Il ne s'agit pas seulement du contenu, mais de ce que le contenu menace. La critique menace notre estime de soi. Les conflits menacent notre sentiment de sécurité et de connexion. L'incertitude déclenche la peur du rejet ou de l'échec. Fixer des limites engendre de la culpabilité et la peur de décevoir les autres. Les conversations difficiles semblent personnelles, même lorsqu'elles ne sont pas censées l'être. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre les menaces physiques et émotionnelles. Toutes deux déclenchent votre réaction de combat, de fuite ou de gel, inondant votre système d'adrénaline et rendant la pensée rationnelle presque impossible. C'est pourquoi de nombreuses personnes évitent complètement les conversations difficiles. Ils préfèrent tolérer la frustration, le ressentiment ou le dysfonctionnement plutôt que d'affronter cette tempête intérieure. Mais l'évitement a un prix. Le ressentiment s'accumule, les malentendus se multiplient et la confiance s'érode. Les problèmes qui auraient pu être résolus en quelques minutes gênantes se transforment en fractures permanentes dans les relations. Tout cela parce que les émotions n'ont pas été contrôlées. L'intelligence émotionnelle, votre avantage dans les conversations difficiles. La bonne nouvelle est que l'intelligence émotionnelle, en particulier la conscience de soi, l'autorégulation et l'empathie, vous donne les outils pour surmonter cette tempête. Cela vous aide à reconnaître vos propres déclencheurs émotionnels avant qu'ils ne prennent le dessus, à rester calme sous pression
même lorsque l'autre personne perd son sang-froid, à lire et à répondre aux signaux émotionnels de l'autre personne, à formuler votre message de manière à réduire la défensive et à passer de la confrontation à la collaboration. Grâce à ces outils, les conversations difficiles deviennent moins une question de victoire et davantage une question de compréhension et de résolution. Première étape, préparation personnelle. Gérez d'abord vos propres émotions. Toute conversation difficile commence bien avant que le premier mot ne soit prononcé. Commencez par votre préparation interne. La plupart des gens entrent dans des conversations à enjeux élevés avec une charge émotionnelle importante. Ils sont déjà stressés, sur la défensive ou se préparent à un conflit. L'intelligence émotionnelle signifie prendre le temps de décompresser et de vider son état d'esprit avant de s'impliquer. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens à propos de cette conversation? Anxieux, en colère, sur la défensive, peu sûr de vous. Quelles hypothèses est-ce que je fais sur la façon dont l'autre personne réagira? Quel est mon véritable objectif ici? Gagner ou trouver un terrain d'entente? Quels déclencheurs émotionnels pourraient apparaître chez moi et comment vais-je les gérer? Technique de préparation. Respirez profondément. 4 secondes d'inspiration. 4 secondes de maintien. 6 secondes d'expiration. Reformulez la conversation. Comme une opportunité de résoudre un problème ensemble. Pas comme une bataille. Rappelez-vous, je peux gérer des émotions fortes, les miennes et celles des autres. Cette réflexion pré-conversation réduit votre stress de base et vous aide à entrer dans la conversation à partir d'un lieu de calme et de curiosité, plutôt que de tension. Deuxième étape, donnez le ton émotionnel dès le début. Les 60 premières secondes de toute conversation difficile donnent le ton émotionnel de tout ce qui suit. Si vous agissez de manière froide, brusque ou défensive, l'autre personne est sur la défensive et il est presque impossible de récupérer. Les personnes émotionnellement intelligentes ouvrent la voie à l'ouverture, même lorsque le contenu est inconfortable. Exemple de cadrage émotionnel. Je sais que c'est un sujet sensible, mais je veux vraiment comprendre votre point de vue et trouver la meilleure voie à suivre. J'apprécie notre relation et je veux m'assurer que nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, même lorsque c'est difficile. Cela peut sembler gênant, mais je préfère avoir cette conversation plutôt que de laisser la frustration s'installer. Cela reconnaît l'inconfort, indique clairement que vous n'attaquez pas et invite à la collaboration plutôt qu'à la confrontation. Troisième étape, nommez directement les émotions, les vôtres et les leurs. L'une des techniques d'intelligence émotionnelle les plus puissantes lors d'une conversation difficile consiste à nommer les émotions présentes dans la pièce. Lorsque les émotions ne sont pas exprimées, elles s'accumulent et façonnent la conversation dans l'ombre. Lorsqu'ils sont nommés ouvertement, ils perdent leur pouvoir. Exemple d'étiquetage émotionnel. Je suis un peu nerveux à l'idée d'aborder ce sujet, car je sais que c'est sensible. Tu sembles te sentir frustré, n'est-ce pas? Je tiens à bien faire les choses, car cette relation est importante pour moi. Nommer les émotions, les vôtres et celles de l'autre personne, crée une sécurité psychologique. Il souligne que les émotions sont valables et bienvenues, et qu'elles ne doivent pas être cachées. Étape 4. Écoutez les émotions, pas seulement le contenu. La plupart des gens écoutent pour répondre, en formulant leurs répliques pendant que l'autre personne parle. Les personnes émotionnellement intelligentes, en revanche, écoutent pour comprendre, en prêtant attention à la fois aux mots et aux sentiments qui se cachent derrière. Ce qu'il faut écouter, changement de hauteur ou de rythme, signe de stress ou de frustration, des répétitions qui indiquent ce qui compte vraiment pour eux. Incohérence, lorsque vos mots disent une chose mais que votre corps en dit une autre. Lorsque vous réfléchissez à ce qu'ils ont dit et à ce qu'ils ressentent, vous réduisez leur attitude défensive et augmentez leur confiance. Exemple. On dirait que tu es frustré parce que tu t'es senti exclu, n'est-ce pas? Vous semblez inquiet que cela affecte votre réputation. Ce type d'écoute empathique dissipe les tensions plus rapidement que les faits. Étape 5. Réguler en temps réel.
Lorsque les émotions s'enflamment, même avec une préparation, les conversations difficiles peuvent susciter des émotions fortes. Colère, attitude défensive, honte. L'intelligence émotionnelle n'empêche pas ces sentiments, mais elle vous donne un processus pour les gérer avant qu'ils ne détournent la conversation. Tactique de régulation à l'heure actuelle. Faites une pause avant de réagir. Prenez une gorgée d'eau. Respirez profondément. Nommez vos émotions en silence. Je me sens sur la défensive en ce moment. Posez une question au lieu de faire une déclaration. La curiosité diffuse la réactivité. Exemple. Au lieu de dire « ce n'est pas vrai », essayez. Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi vous voyez les choses de cette façon? Cela permet de maintenir une conversation collaborative plutôt que combative. Étape 6. Conclure avec clarté et réparation émotionnelle. La fin d'une conversation difficile est aussi importante que le début. Sans une conclusion appropriée, les gens se sentent laissés sans solution, les émotions persistent et la confiance s'affaiblit. Les personnes émotionnellement intelligentes résument et valident avant de conclure, garantissant que les deux parties se sentent entendues et claires sur les prochaines étapes. Exemple de clôture. J'apprécie votre ouverture d'esprit, même si ce n'était pas facile. Voici ce que j'ai compris. Vous souhaitez plus de clarté dès le départ, et j'ai besoin d'un retour plus clair lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Est-ce que cela vous semble approprié? Je sais que c'était gênant, alors merci d'avoir persévéré. Ce type de réparation émotionnelle protège la relation et facilite les futures conversations difficiles. L'avantage de l'intelligence émotionnelle. Les conversations difficiles ne sont pas seulement des tests de communication, ce sont des tests d'intelligence émotionnelle en action. Votre capacité à rester conscient de vos propres déclencheurs émotionnels, à réguler vos réactions sous stress, à vous adapter à l'état émotionnel de l'autre personne, à formuler votre message de manière à réduire la défensive et à clôturer la conversation avec clarté et soin, est ce qui distingue les personnes qui s'épanouissent dans les conversations à enjeux élevés de celles qui les évitent ou les gâchent. Maîtrisez ces compétences et vous débloquerez non seulement des conversations plus fluides, mais aussi une confiance plus profonde, une influence plus forte et une réputation de capacité à gérer même les situations les plus difficiles avec calme et confiance. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment l'intelligence émotionnelle vous aide à établir des liens profonds et authentiques dans tous les domaines de votre vie, même avec des personnes qui semblent impossibles à atteindre. Chapitre 7. L'objectif de l'interaction sans perdre les valeurs fondamentales. Les personnes émotionnellement intelligentes ne perdent jamais de vue leurs valeurs fondamentales, même lorsqu'elles s'adaptent à différentes situations. Ils ne prétendent pas être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ils montrent simplement différentes facettes d'eux-mêmes en fonction de ce que la situation exige. Par exemple, avec un partenaire anxieux, parlez plus lentement, rassurez-le et écoutez davantage. Avec un groupe énergique, ils parlent plus vite, utilisent l'humour et s'adaptent à l'énergie du groupe. Avec un client tendu, maintenez un ton calme, utilisez une approche logique et restez émotionnellement neutre. Essayez cette approche flexible. Avant d'entrer dans une situation sociale, demandez-vous, quel est le ton émotionnel ici? Quelle énergie convient le mieux à cette situation? Comment puis-je me montrer authentiquement, mais d'une manière qui met les autres à l'aise? Identifiez et naviguez dans les hiérarchies sociales. Chaque groupe, qu'il s'agisse d'une équipe d'entreprise, d'un dîner de famille ou d'un rassemblement d'amis, possède une structure sociale non écrite. Certaines personnes ont plus d'influence, d'autres moins. Certains parlent facilement, d'autres restent distants. L'intelligence sociale vous permet de cartographier rapidement cette hiérarchie afin de savoir qui approcher en premier, comment inclure les personnes plus calmes, quand vous affirmer et quand observer. Cette prise de conscience vous fait apparaître comme quelqu'un qui a une bonne aisance sociale, quelqu'un qui comprend simplement l'environnement. Essayez cette cartographie sociale. La prochaine fois que vous rejoignez un groupe, identifiez mentalement qui mène la conversation,
Qui est le centre émotionnel? La personne vers laquelle tout le monde se tourne pour obtenir l'approbation. Qui est à l'écart et pourquoi? Cette carte vous aidera à naviguer de manière plus stratégique. Influence par l'alignement émotionnel. L'intelligence sociale ne consiste pas seulement à comprendre les autres, mais à les influencer par la résonance émotionnelle. Vous influencez mieux lorsque vous alignez votre énergie émotionnelle avec celle du groupe. Répondez aux préoccupations non exprimées avant qu'elles ne soient verbalisées. Cela parle à la fois de logique et d'émotion. Les gens suivent ceux qui comprennent leur expérience émotionnelle, pas seulement leurs préoccupations superficielles. Exemple, lors d'une réunion tendue, au lieu de vous lancer dans les faits, commencez par « Je sais qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment, et c'est inconfortable. » Procédons étape par étape. Cet alignement émotionnel réduit la résistance et renforce la confiance. L'avantage de l'intelligence sociale dans tous les domaines de la vie. Des salles de réunion aux réunions de famille, des conversations informelles aux négociations à enjeux élevés, l'intelligence sociale vous donne l'avantage de la fluidité émotionnelle. Il ne s'agit pas de lire dans les pensées, mais plutôt de maîtriser l'art de prêter attention, de se mettre à l'écoute de ce qui n'est pas dit et de s'adapter avec une précision émotionnelle. Cette compétence vous rend digne de confiance en matière de leadership, magnétique dans les situations sociales, respecté dans les conversations difficiles et influent sans manipulation. Dans le dernier chapitre, nous explorerons comment tous ces éléments, conscience de soi, autorégulation, motivation, empathie et intelligence sociale, se réunissent pour former la carte ultime de l'intelligence émotionnelle pour la vie. Chapitre 8. Construire des liens authentiques et profonds. L'intelligence émotionnelle dans les relations quotidiennes. À la base, l'intelligence émotionnelle concerne la connexion humaine. Le succès, l'influence et l'épanouissement dépendent de votre capacité à vous connecter authentiquement avec les autres, en créant des relations fondées sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel. Que vous essayiez de renforcer votre mariage, de devenir un meilleur leader ou simplement de gérer plus facilement vos amitiés, le fondement est toujours le même. Comprendre et gérer les émotions, les vôtres et celles des autres. Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée excellent non seulement dans la gestion des conflits ou dans l'influence des autres lorsque les enjeux sont élevés. Ils s'épanouissent également dans les moments calmes du quotidien où les relations se construisent ou se défont. Ils écoutent différemment, permettant aux gens de se sentir vus, entendus et valorisés d'une manière qui crée des liens durables. Ce chapitre explore comment l'intelligence émotionnelle transforme les interactions quotidiennes en opportunités de connexion plus profondes et comment vous pouvez cultiver des relations qui non seulement prospèrent, mais alimentent également votre croissance personnelle et professionnelle. Le cœur de la connexion, la sécurité émotionnelle. Le premier ingrédient de toute connexion profonde n'est pas le partage d'intérêts ou la compatibilité de personnalité, mais la sécurité émotionnelle. La sécurité émotionnelle est le sentiment que vous pouvez être vous-même sans crainte de jugement, de rejet ou de manipulation. C'est savoir que vos émotions, même les plus compliquées et les plus inconfortables, sont les bienvenues. Il s'agit de faire confiance à l'autre personne pour qu'elle réponde avec attention et curiosité, et non avec des critiques ou une attitude défensive. Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée créent cette sécurité naturellement parce qu'elles l'ont d'abord construite en elles-mêmes. Ils sont à l'aise avec leurs propres émotions, ce qui leur permet de gérer les émotions des autres sans reculer, se fixer ou se retirer. La sécurité émotionnelle en action. Lorsqu'un ami se confie sur ses problèmes, vous résistez à l'envie de les résoudre et vous dites plutôt « Cela a l'air vraiment difficile, je suis là pour toi ». Lorsque votre partenaire admet qu'il est dépassé, ne le prenez pas personnellement, mais demandez-vous plutôt « Qu'est-ce qui vous semblerait utile en ce moment ?» Lorsqu'un collègue fait une erreur, vous vous concentrez sur la compréhension de ce qui s'est passé au lieu de lui attribuer la faute. Cette présence constante et non réactive
est rare et magnétique. C'est ce qui fait que les gens vous font confiance avec leur vrai moi. Présence. Le don qui construit la confiance. Rien ne détruit une connexion plus rapidement que de se sentir sans importance. Lorsque quelqu'un est distrait, n'écoute qu'à moitié ou est mentalement ailleurs, cela envoie un message clair. Tu n'as pas d'importance. Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée savent que la présence est la monnaie de la connexion. Ils ne sont pas seulement présents physiquement, mais aussi disponibles émotionnellement. Ils écoutent avec tout leur corps, en s'accordant à la fois aux mots et aux émotions, en offrant toute leur attention. Habitudes de présence qui approfondissent la connexion. Rangez votre téléphone pendant les conversations. Maintenez un contact visuel constant sans fixer. Réagissez à l'émotion, pas seulement au contenu. Utilisez de petits gestes, hochements de tête, reflets, affirmations subtiles, pour montrer que vous êtes pleinement engagé. Plus vous êtes présent, plus les gens se sentiront en sécurité et valorisés en votre présence, et plus votre connexion sera profonde. Conscience émotionnelle dans les relations. Comprendre votre impact. Chaque interaction que vous avez envoie des ondes émotionnelles dans vos relations. Les mots que vous choisissez, le ton que vous utilisez, le langage corporel que vous projetez. Tout cela façonne la façon dont les autres se perçoivent eux-mêmes et vous perçoivent. Sans conscience émotionnelle, vous pourriez, par inadvertance, faire taire les gens avec un langage corporel dédaigneux, déclencher une attitude défensive avec un ton dur ou créer une distance en évitant les sujets vulnérables. Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée se demandent constamment « Comment est-ce que je me présente en ce moment ? Comment mon ton ou mon énergie pourrait-il être perçu par l'autre personne ? Quels signaux émotionnels est-ce que j'envoie, intentionnellement ou non ? » Cette prise de conscience vous permet de corriger le cap en temps réel, en ajustant votre approche pour renforcer votre confiance. Le pouvoir de la curiosité émotionnelle. La plupart des gens supposent qu'ils comprennent leurs amis, partenaires et collègues après avoir passé suffisamment de temps ensemble. Mais les personnes dotées d'une grande intelligence émotionnelle savent que les gens sont des paysages émotionnels, en constante évolution, toujours plus profonds qu'ils n'y paraissent. Ils restent curieux et se demandent « Qu'est-ce qui motive réellement votre réaction en ce moment ? De quoi ont-ils besoin émotionnellement ? De réconfort, de validation, d'espace. Que ne disent-ils pas et pourquoi ? Cette curiosité vous amène à passer d'une réaction à un comportement superficiel, à une compréhension de l'histoire émotionnelle plus profonde qui se cache derrière, vous permettant de réagir de manière personnalisée et profondément attentionnée. Exemple de curiosité émotionnelle en action. Lorsque votre partenaire devient irritable, au lieu de répondre par l'irritabilité, vous demandez « Tu as eu une journée difficile ? Tu veux en parler ?» Lorsqu'un ami se retire, vous prenez doucement de ses nouvelles. « J'ai remarqué que tu étais plus silencieux ces derniers temps. As-tu quelque chose en tête ?» Lorsqu'un collègue semble sur la défensive, vous lui demandez « Êtes-vous inquiet de l'impact que cela aura sur votre projet ?» Ces petits moments de curiosité témoignent de l'attention, et l'attention est le fondement de la connexion. Réparer les micro-dommages émotionnels. Même dans les relations les plus saines, de petits faux pas émotionnels se produisent tout le temps. Un commentaire désinvolte, une réponse distraite, une tentative de connexion ratée. Au fil du temps, ces micro-dommages s'accumulent, créant une distance invisible. Les personnes émotionnellement intelligentes n'ignorent pas ces moments. Ils les réparent rapidement. Exemple de micro-réparation. « Hé, je pense que j'ai semblé dédaigneux plus tôt. Ce n'était pas mon intention. J'ai remarqué que j'étais un peu brusque avec toi. J'étais stressé, mais ce n'est pas une excuse. Je veux revenir sur ce que tu as dit hier. Je ne pense pas y avoir accordé l'attention qu'il méritait. » Ces petites réparations rétablissent la confiance et montrent que vous êtes conscient de votre impact émotionnel, ce qui approfondit le lien. L'empathie, le battement de cœur de la connexion. L'empathie, la capacité de ressentir des sentiments pour quelqu'un, est le ciment émotionnel qui maintient les relations ensemble.
Cela vous permet de célébrer leurs victoires comme si elles étaient les vôtres, de vous asseoir avec leur tristesse sans vous précipiter pour y remédier, de comprendre leurs déclencheurs, leurs besoins et leurs insécurités, et de réagir de manière réfléchie. L'empathie ne signifie pas être d'accord. Les personnes émotionnellement intelligentes savent qu'il est possible de valider les sentiments de quelqu'un sans être d'accord avec son point de vue. Je comprends pourquoi c'est si ennuyeux. C'est logique. Je comprends pourquoi tu te sens dépassé en ce moment. Cette réaction est parfaitement appropriée. N'importe qui ressentirait la même chose. La validation apaise la défensive émotionnelle, même lorsque vous devez être en désaccord ou fixer une limite. Le courage d'être vulnérable. Une connexion profonde ne consiste pas seulement à comprendre les autres, mais à permettre aux autres de vous comprendre. Les personnes émotionnellement intelligentes n'ont pas peur de montrer leur vulnérabilité. Ils assument leurs insécurités, leurs doutes et leurs difficultés, non pas pour être dramatiques, mais pour inviter à l'authenticité. Lorsque vous révélez votre humanité, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Exemple de connexion vulnérable. Je ne suis pas sûr de la façon dont j'ai géré cela. Puis-je avoir votre point de vue? C'est inconfortable pour moi d'en parler, mais j'apprécie suffisamment notre relation pour le faire. Je sais que j'ai été distant. J'ai été dépassé, mais ce n'est pas une excuse. La vulnérabilité crée une sécurité émotionnelle, condition d'une connexion profonde et durable. Limite émotionnelle. Protéger la connexion. L'intelligence émotionnelle ne consiste pas à absorber les émotions des autres. Il s'agit également de protéger le vôtre. Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée établissent des limites claires, reconnaissant qu'elles peuvent se soucier profondément des autres sans assumer la responsabilité des sentiments des autres, sans sacrifier leurs propres besoins émotionnels ou sans se laisser emporter par les tempêtes émotionnelles des autres. Ils savent que les relations saines équilibrent la connexion et l'autonomie, où les deux personnes se sentent vues, entendues et respectées en tant qu'individus distincts. Le jeu à long terme. Un investissement émotionnel constant. Les liens profonds ne se construisent pas dans des moments dramatiques. Ils sont construits sur de petits dépôts émotionnels accumulés régulièrement au fil du temps. Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée savent que chaque interaction, de la façon dont vous dites « bonjour » à la façon dont vous gérez un désaccord, construit ou érode la connexion. Lorsque vous faites preuve de présence, de curiosité, d'empathie, de vulnérabilité et de cohérence émotionnelle, vous créez des relations qui peuvent résister aux conflits, évoluer à travers le changement et devenir une véritable source de force et de sens. Conclusion. L'intelligence émotionnelle est une intelligence relationnelle. Maîtriser l'intelligence émotionnelle vous permet non seulement de mieux gérer vos propres émotions, transforme la façon dont vous interagissez avec tout le monde autour de vous, que ce soit au travail, à la maison ou dans vos cercles sociaux. La capacité de comprendre, de réguler et de répondre aux émotions avec compétence et soin est la clé pour construire des relations qui non seulement durent, mais prospèrent. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment l'intelligence émotionnelle vous aide à naviguer dans la dynamique sociale et à lire les gens sans effort dans n'importe quelle situation. Chapitre 9. L'intelligence sociale. Lire les gens et naviguer dans n'importe quelle situation sociale en toute confiance. Si l'intelligence émotionnelle vous aide à vous comprendre et à établir des liens en tête-à-tête, l'intelligence sociale étend cette compétence au monde plus large de la dynamique de groupe, des hiérarchies sociales et des règles non écrites. L'intelligence sociale est la capacité de lire la température émotionnelle d'une pièce, de sentir ce qui se passe sous la surface et d'adapter votre approche pour répondre aux besoins émotionnels et relationnels du moment. C'est ce qui permet à certaines personnes d'attirer l'attention sans effort, de naviguer dans des situations difficiles ou de se fondre facilement dans n'importe quel contexte social, tandis que d'autres semblent trébucher dans les interactions, inconscientes des signaux subtils qui façonnent la pièce. Ce n'est pas de la manipulation.
L'intelligence sociale ne consiste pas à simuler une connexion. Il s'agit d'être tellement en phase avec le paysage émotionnel et social que vous pouvez le parcourir naturellement et en toute sécurité. Dans ce chapitre, nous explorerons comment fonctionne l'intelligence sociale, comment elle se connecte à l'intelligence émotionnelle et comment vous pouvez développer la capacité de lire la salle, de vous adapter à n'importe quel public et de devenir socialement agile sans perdre votre authenticité. L'anatomie de l'intelligence sociale. L'intelligence sociale repose sur 3 compétences qui se chevauchent. Conscience émotionnelle des autres. C'est votre capacité à ressentir ce que les autres ressentent, même lorsqu'ils ne le disent pas directement. Il s'agit d'être à l'écoute des expressions faciales, des micro-expressions, des changements de ton, du langage corporel et des indices subtils qui révèlent si quelqu'un est ouvert ou fermé, à l'aise ou anxieux, à l'écoute ou ignorant, engagé ou mentalement absent. Sans cette prise de conscience, vous manquez la moitié non exprimée de chaque interaction. Conscience de la situation. C'est votre capacité à ressentir le climat émotionnel d'un groupe ou d'un environnement. Chaque pièce possède un pouls social, un mélange d'humeur, de dynamique de pouvoir, de tension et de règles non écrites. Une intelligence sociale élevée vous permet d'entrer dans n'importe quel espace et de ressentir rapidement. Est-ce un environnement détendu ou formel? Qui a le pouvoir social ici? Y a-t-il une tension ou une harmonie sous-jacente? Quelle est la tonalité émotionnelle? Excitation, anxiété, compétition? Sans cette prise de conscience, vous risquez de mal juger le ton, le timing ou l'approche, ce qui vous fera paraître décalé. Comportement social adaptatif. C'est la capacité d'ajuster votre ton, votre langage corporel et votre style de communication pour correspondre au contexte émotionnel et social, sans perdre votre identité fondamentale. Il s'agit de savoir quand prendre le contrôle ou reculer, ajouter de l'humour ou maintenir le sérieux, parler directement ou adoucir son discours, égaliser les niveaux d'énergie ou les calmer. Sans cette flexibilité, vous risquez de paraître socialement sourd, trop agressif, trop passif ou simplement en décalage avec le flux émotionnel. Pourquoi l'intelligence sociale est plus importante que jamais? Dans un monde où les relations, l'influence et la collaboration sont essentielles à la réussite personnelle et professionnelle, votre capacité à lire les gens et les situations est plus précieuse que n'importe quelle compétence technique. En matière de leadership, l'intelligence sociale vous aide à détecter les tensions tacites, à instaurer la confiance et à favoriser la collaboration. Dans les ventes et les négociations, cela vous aide à lire ce que l'autre partie valorise vraiment et où elle est flexible. Dans les relations personnelles, il vous aide à gérer les conflits, à offrir le soutien émotionnel approprié et à maintenir une communication fluide. L'intelligence sociale est l'intelligence émotionnelle appliquée à une échelle. La compétence qui vous permet de réussir non seulement avec des individus, mais aussi dans des équipes, des organisations, des familles et des communautés. Comment développer l'intelligence sociale? Pratique de base 1. Devenez un observateur émotionnel. La plupart des gens abordent les situations sociales en se concentrant sur eux-mêmes. Que dois-je dire? De quoi ai-je l'air? Que penseront-ils de moi? Les personnes dotées d'une intelligence sociale élevée inversent ce phénomène. Elles observent d'abord. Dès qu'ils entrent dans une pièce, ils scannent. Quelle est l'ambiance générale ici? Qui semble à l'aise et qui ne l'est pas? Qui domine la conversation et qui est ignoré? Où circule l'énergie? L'excitation, la compétition, la tension? Ils se mettent à l'écoute de ces signaux avant de décider comment participer, ce qui les met naturellement en phase avec le rythme émotionnel du groupe. Essayez ceci, le scan de température émotionnelle. Chaque fois que vous entrez dans un nouvel espace, passez les 60 premières secondes à simplement observer, sans parler. Concentrez-vous sur le langage corporel, le ton et les expressions faciales. Demandez-vous, quelle est l'ambiance ici? Qu'est-ce qui est évident mais qui n'est pas dit?
Deuxième pratique de base, maîtriser l'art de l'écoute subtile. La plupart des gens entendent des mots. Les personnes dotées d'une intelligence sociale élevée écoutent les différentes couches, ce qui est dit, ce qui est évité, et les émotions qui façonnent les deux. Faites attention à changement de ton, défensive, hésitation, émotion, changement de rythme, se dépêcher pour dépasser l'inconfort, ralentir pour souligner un point, incongruence émotionnelle, dire « je vais bien » avec les épaules tendues et un sourire forcé. En captant ces signaux subtils, il détecte les conflits avant qu'ils n'éclatent et les besoins avant qu'ils ne s'expriment. Essayez ceci, l'écho émotionnel dans les conversations. Entraînez-vous à refléter non seulement ce que quelqu'un a dit, mais aussi l'émotion sous-jacente. Exemple, ils disent « d'accord, peu importe ». Vous dites « vous semblez frustré, est-ce que je lis bien ?» Ce niveau d'harmonisation émotionnelle crée une confiance instantanée. Deuxième pratique fondamentale, s'adapter sans perdre son authenticité. Les personnes socialement intelligentes sont des caméléons, mais pas des faux. Ils adaptent leur style de communication en fonction du formalisme de l'environnement et de l'état émotionnel de l'autre personne. Chapitre 10. Maîtrise émotionnelle. Intégrer l'intelligence émotionnelle dans chaque aspect de votre vie. L'intelligence émotionnelle n'est pas seulement une compétence que vous utilisez pour résoudre des conflits ou diriger. La véritable maîtrise émotionnelle signifie intégrer l'intelligence émotionnelle dans la structure même de votre vie quotidienne, afin qu'elle devienne votre façon naturelle de penser, d'agir et de réagir. Ce n'est pas un outil dont vous devez consciemment vous souvenir d'utiliser, mais une façon d'être. Ce dernier chapitre est votre plan pour une maîtrise émotionnelle à vie. Comment faire de l'intelligence émotionnelle non pas quelque chose que vous pratiquez, mais quelque chose que vous incarnez, que ce soit dans les relations, la carrière, la croissance personnelle ou la prise de décision. L'intelligence émotionnelle devient la lentille à travers laquelle vous naviguez dans la vie. La maîtrise émotionnelle commence par la maîtrise de soi. Chaque interaction externe, chaque relation, chaque conflit et chaque opportunité sont façonnés par la façon dont vous vous rapportez à vous-même. Si votre monde intérieur est chaotique, non examiné ou émotionnellement réactif, cette turbulence se répercute sur tout ce que vous faites. Votre communication, vos décisions, vos réponses au stress. La véritable maîtrise émotionnelle commence par la conscience de soi et l'autorégulation, non pas sous forme d'exercice occasionnel, mais sous forme d'habitude quotidienne. Pratique quotidienne de conscience de soi. Bilans émotionnels. Faites une pause 3 ou 4 fois par jour pour vous demander « Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui a déclenché cela ? Comment est-ce que je réagis ?» Identification des modèles internes. Observez les cycles émotionnels répétés, les déclencheurs et les réactions que vous ressentez dans vos relations, votre travail et vos revers personnels. Nommez clairement les émotions. Évitez les termes vagues comme « stressé » ou « bien ». Entraînez-vous à identifier avec précision les émotions. Frustration, déception, excitation, incertitude. Habitude d'autorégulation. Pauses émotionnelles. Lorsque vous vous sentez déclenché, prenez 3 à 5 secondes avant de répondre. Cette pause interrompt les réactions automatiques. Rituel d'ancrage. Qu'il s'agisse de prendre de grandes respirations, de faire une marche rapide ou de recadrer votre dialogue interne, ayez des méthodes pour calmer votre système nerveux en temps réel. Décodage émotionnel. Demandez-vous, que me dit cette émotion ? De quoi ai-je besoin maintenant ? De clarté, de limite ou d'action ? Maîtriser vos émotions avant qu'elles ne vous contrôlent est le fondement de toute intelligence émotionnelle. Appliquez l'intelligence émotionnelle dans la prise de décision. La plupart des gens supposent que les décisions sont basées sur la logique, mais les émotions influencent toujours votre perception du risque, de la récompense et des possibilités. Lorsque vous développez votre intelligence émotionnelle,
Vous acquérez la capacité de séparer les émotions temporaires des priorités à long terme, de faire la distinction entre les impulsions émotionnelles et l'intuition authentique, et de reconnaître les décisions fondées sur la peur par rapport à celles motivées par un objectif. Processus de prise de décision. Émotionnellement intelligent. Faites une pause pour évaluer votre état émotionnel. Avant de prendre une décision importante, demandez-vous: quelles émotions m'animent en ce moment? Peur, excitation, insécurité, espoir? Élargissez votre perspective. Cette décision vous semblerait-elle toujours juste si vous étiez calme et détaché? Test de 10. Que penserez-vous de cette décision dans 10 minutes, 10 jours et 10 mois? Écoutez les émotions, ne leur obéissez pas. Les émotions fournissent des données. Elles mettent en évidence les risques, les désirs et les besoins non satisfaits. Mais ce ne sont pas des ordres. Les personnes émotionnellement intelligentes consultent leurs sentiments, mais ne les laissent pas conduire la voiture. Plus vous intégrez l'intelligence émotionnelle dans votre processus de prise de décision, plus vos choix seront sages et sereins. L'intelligence émotionnelle dans la croissance professionnelle et le leadership. Quel que soit votre secteur d'activité, votre réussite professionnelle dépendra beaucoup moins de vos compétences techniques et beaucoup plus de la façon dont vous vous comprenez et vous gérez, dont vous communiquez et collaborez, et dont vous gérez la pression, les conflits et le changement. En bref, votre intelligence émotionnelle fera ou détruira votre carrière. La maîtrise émotionnelle dans la vie professionnelle. L'autorégulation sous pression. Votre capacité à rester calme lorsque les autres sont réactifs fait de vous un leader naturel. Leadership empathique. Les dirigeants qui comprennent les besoins émotionnels de leur équipe inspirent confiance, loyauté et motivation. L'intelligence sociale en équipe. La lecture de la dynamique de groupe qui est désengagée, qui est tendue, où il y a des conflits non exprimés, vous permet de gérer de manière proactive et non réactive. Commentaires constructifs. Les professionnels dotés d'une intelligence émotionnelle transmettent des commentaires même difficiles de manière claire et précise, en veillant à ce qu'ils soient entendus et non résistés. La différence entre quelqu'un qui travaille bien avec les autres et quelqu'un qui accède au leadership est presque toujours l'intelligence émotionnelle, la capacité à se gérer soi-même et à gérer les autres sous pression. L'intelligence émotionnelle dans la résolution des conflits. Les conflits sont inévitables dans le travail, les amitiés, la famille et les relations. Les personnes émotionnellement intelligentes n'évitent pas les conflits. Ils y parviennent avec habileté et courage. Processus de conflit émotionnellement intelligent. Auto-évaluation émotionnelle. Avant d'aborder un conflit, évaluez votre état émotionnel. Êtes-vous calme ou déclenché? Défensif ou ouvert? Cadrage empathique. Approchez-vous avec curiosité, pas avec des accusations. Je veux comprendre ce qui se passe. Fonctionne mieux que « tu fais toujours ça ». Nommez la couche émotionnelle. Derrière chaque conflit se cachent des besoins émotionnels non satisfaits. Se sentir respecté, compris, valorisé. Répondez directement à ces besoins. Séparez l'intention de l'impact. Les personnes émotionnellement intelligentes savent que ce n'est pas parce que les actions de quelqu'un vous blessent que c'était forcément leur intention. Ils recherchent la clarté avant de juger. Réparation collaborative. Concentrez-vous sur la compréhension mutuelle et les solutions, et non sur la nécessité de prouver qui a raison. L'intelligence émotionnelle désamorce les conflits avant qu'ils ne deviennent irréparables. L'intelligence émotionnelle dans les relations personnelles. Des amitiés durables aux relations amoureuses, la sécurité émotionnelle, la confiance et la croissance découlent de l'application quotidienne de l'intelligence émotionnelle. Habitudes relationnelles avec une intelligence émotionnelle élevée. Curiosité à propos des hypothèses. Ne présumez pas que vous savez ce que quelqu'un ressent. Demandez. Rituel de réparation émotionnelle. Lorsque de petits désaccords surviennent, et c'est toujours le cas, reconnaissez-les rapidement avant qu'ils ne s'accumulent. Vulnérabilité émotionnelle.
Partagez non seulement vos opinions, mais aussi vos peurs, vos besoins et vos désirs, et invitez les autres à faire de même. Limite émotionnelle. Prenez soin des sentiments des autres sans vous laisser accabler par eux. Les relations émotionnellement intelligentes n'évitent pas les conflits. Renforcez la confiance en naviguant ensemble. Intelligence émotionnelle et autocompassion. L'aspect le plus négligé de l'intelligence émotionnelle est peut-être la façon dont vous vous traitez lorsque vous échouez. Réagissez-vous par l'autocritique ou l'apitoiement sur vous-même? Lorsque vous vous sentez en insécurité, vous laissez-vous emporter par les choses ou vous arrêtez-vous pour vous réconforter? Lorsque vous vous sentez fier, le rejetez-vous ou le savourez-vous? Pratique d'autocompassion. Parlez-vous comme à un ami. Lorsque vous êtes en difficulté, demandez-vous: si mon meilleur ami ressentait la même chose, que dirais-je? Normalise l'imperfection. Une intelligence émotionnelle élevée implique de reconnaître que vous ne réussirez jamais tout et que ce n'est pas grave. Célébrez les victoires émotionnelles. Remarquez quand vous avez fait une pause au lieu de réagir, de fixer une limite ou de nommer vos besoins. Ce sont des victoires qui méritent d'être célébrées. Sans autocompassion, l'intelligence émotionnelle devient une performance épuisante plutôt qu'une véritable croissance. Faire de l'intelligence émotionnelle un mode de vie. La maîtrise émotionnelle n'est pas quelque chose que vous activez lors de conversations difficiles et que vous désactivez à la maison. C'est une façon d'être, une façon de se relier à soi-même, aux autres et au monde qui nous entoure avec conscience, curiosité et attention. Habitude quotidienne de maîtrise émotionnelle. Commencez la journée par un bilan émotionnel. Quelle est mon humeur? Qu'est-ce qui le façonne? De quoi ai-je besoin pour bien gérer la situation aujourd'hui? Soyez attentifs aux signaux subtils de chaque conversation. Écoutez l'émotion derrière les mots. Faites des pauses lorsque vous vous sentez déclenché. Intégrez des micro-pauses dans votre journée pour éviter le pilotage automatique émotionnel. Terminez la journée par une réflexion. Quel choix émotionnel ai-je fait aujourd'hui? Lesquels ont fonctionné pour moi? Lesquels pourrais-je améliorer demain? Au fil du temps, ces habitudes transforment l'intelligence émotionnelle de quelque chose que vous faites en quelque chose que vous êtes. La véritable récompense de la maîtrise émotionnelle. L'intelligence émotionnelle ne se limite pas à une meilleure communication ou à une meilleure résolution des conflits. Il s'agit de liberté. La liberté de ne pas être gouverné par des déclencheurs. La liberté de ne pas mal comprendre les autres. La liberté de répéter les mêmes erreurs dans les relations. La liberté de gérer les moments les plus difficiles de la vie avec grâce. La liberté de construire les relations, la carrière et la vie que vous désirez vraiment. L'intelligence émotionnelle est la base de toutes sortes de réussites et le don qui continue d'évoluer avec vous tout au long de votre vie. Réflexion finale. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser en même temps. Chaque jour, à chaque conversation et à chaque pause, vous développez votre intelligence émotionnelle. Et avec cela, vous construisez une vie dans laquelle vous avez le contrôle, non pas de tout ce qui se passe, mais de la façon dont vous réagissez à tout cela.